Hello and welcome to this episode of the Annika Lucas podcast. My guest today is Dalila Sadok. She's a French woman, and the interview is in French with, of course, English subtitles. I met Dalila in France, where I traveled a few times last year, and I immediately wanted to interview her. And we actually tried to do some interviewing. I didn't have the opportunity, though, to hire a crew and to have a quiet space where we could sit down. We actually tried to do it with friends and their cameras in a very busy place, but it didn't quite work out. So we've done it electronically. Now, I would really appreciate to receive your support. It means a lot. Your small donations have been extremely helpful. It really adds up. And of course, those of you who've given large donations, I am so appreciative of all that you can do and that you want to do to support my content. So enjoy this interview. Alors voilà, Dalila, finalement, on est là, tout toi et moi. Du moment que je t'ai rencontré, j'ai voulu te faire cet entretien. On a essayé plusieurs fois, et on avait des caméras autour de nous, on a vraiment fait de notre mieux. Et puis, ça s'est pas fait en entier. On n'a pas eu le temps de le faire complètement. Alors, je voulais le faire quand même parce que du moment que je t'ai rencontré, je me suis réalisé que tu es quelqu'un qui inspire énormément. Et moi, pour moi, tu es quelqu'un qui est une très grande lumière et qui fait, qui fait ce que tu fais, c'est très, très important, tu es quelqu'un, pour moi, qui montre qu'on peut avoir la force et qu'on n'a pas à avoir peur. Et quand on va savoir qui tu es et ce qui t'est arrivé, on va comprendre beaucoup mieux. Tu es ma première invitée qui n'est pas une survivante des réseaux, euh, donc de pédocriminalité. Tu es la première maman. Et donc voilà, euh, je voulais te laisser la parole. Je vais te laisser la parole. Est-ce que tu pourrais nous donner une idée, une idée de ce qui s'est arrivé, de ce qui t'est arrivé? Bonjour que merci pour cette invitation qui est très importante, je pense, aujourd'hui et qui va nous permettre à nous, les parents, de dénoncer ce qu'il se passe en France, mais pas seulement en France, la difficulté qu'on a à protéger nos enfants. Moi, je suis ton parcours depuis quelque temps et c'est un honneur pour moi de participer aujourd'hui à cette interview. Je t'aime profondément, tu le sais. Et en tout cas, voilà, tu parlais de lumière, et ben, je dirais que tu en es une également, une très très puissante lumière, puisque toi, tu as connu le pire, le plus obscur que l'on puisse vivre aujourd'hui sur cette terre. Et malgré tout, tu as traversé tout ça pour aujourd'hui apporter la lumière et ton visage, ton comportement, tes mots, tes yeux sont remplis de lumière et c'est un énorme espoir pour moi en tant que parent d'enfants victimes des réseaux pédos satanistes, puisque je me dis que ben, ils ont aussi le pouvoir et la possibilité de grandir et de sortir de toutes ces horreurs. Voilà, tu es l'exemple vivante de cette capacité-là et de cet espoir qui, moi, me donne encore plus de force dans ce combat. Oh, merci. Voilà. Et alors, si je dois faire un petit résumé de ce qui m'amène aujourd'hui à te parler, j'ai donc en 2019, j'avais la garde de mes enfants après une séparation assez compliquée. Et on vivait ensemble dans une grande maison en Moselle, où tu es venu d'ailleurs. Et puis mes enfants, comme ils passaient la moitié des vacances chez leur géniteur, je ne donnerai pas d'autres qualificatifs à cette personne. Quand ils sont rentrés progressivement, il y a eu des changements de comportement. Comme ils passaient beaucoup de temps avec moi et qu'on vivait ensemble, quand ils rentraient, la différence de comportement était très importante.
Et une fois au téléphone, mon fils a dit, alors qu'il était en vacances chez son père, qu'il était obligé de dormir tout nu avec lui, qu'il lui faisait des choses avec son zizi, la nuit, dans la bouche, dans les fesses. Très rapidement, le père a pris le téléphone et a empêché mon fils de parler. Mon fils n'avait à l'époque que 4 ans. Et il a raccroché au nez. Donc j'ai ces enregistrements-là qui sont très très violents. Quand mon fils est rentré fin 2018 des vacances de chez son père, je lui ai demandé de m'expliquer ce qui s'était passé puisque le père n'a pas voulu me répondre. J'ai signalé ça aux services sociaux et j'ai appelé à la gendarmerie qui m'ont dit qu'il fallait faire une information préoccupante. Alors c'est les étapes qui se font en France, hein. Et ils étaient censés faire une enquête et protéger mes enfants. Je n'ai pas eu de nouvelles. Mes enfants n'ont pas pu parler. Ils étaient bloqués. Ils étaient tétanisés. Donc je pense que c'est en effet de la manipulation psychologique pour les empêcher de parler, qu'avait dû leur faire subir leur père, enfin leur géniteur. Ils me disaient qu'ils étaient obligés de regarder des films d'horreur très violents. Et je pense que c'est la fameuse dissociation pour les pousser à accepter les pires horreurs. Et ce n'est en mars 2019, ils ont été obligés de retourner en vacances chez lui puisque personne ne les m'a aidé à les protéger. Et en mars 2019, là, ils ont commencé à parler clairement puisque ils étaient rentrés de chez leur père dans un état de choc. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé en février, je crois pendant les vacances de février. Et à ce moment-là, ils ont commencé à parler. Mais c'était très surprenant pour moi parce que je ne connaissais pas du tout déjà le satanisme. Je pensais que la pédocriminalité, c'était des bisous, des câlins et puis peut-être des attouchements. Je ne savais pas qu'il était possible aujourd'hui sur cette terre de faire subir autant de violence à des enfants. Oui. Donc, j'ai porté plainte officiellement. Les enfants ont été entendus par les services de police qui ils ont été filmés. On appelle ça l'omission Mélanie en France. On m'a interdit d'y participer alors que j'avais totalement le droit de participer à cette audition. Ça, je pense que ça aurait certainement rassuré mes enfants un peu plus. Bref, malgré tout, mon fils a été très courageux, il a parlé. Ma fille, très intimidée, n'a pas osé devant les gendarmes qui étaient en plus en tenue de gendarme, alors que normalement, il faut être en tenue de civil, hein, c'est-à-dire en habit de tous les jours. Et puis en général, on demande à ce que ce soit une femme et un psychologue et une salle avec des jouets, ce qui n'a pas été le cas. C'était un bureau avec 2 hommes et puis en tenue de gendarme. Donc je pense que ça a beaucoup bloqué ma fille. Malgré tout, ils ont parlé et l'expert psy qui a été missionné par le procureur Mhm. a réussi à faire parler mes enfants. Et cette personne m'a quand même dit entre deux portes, si vous pouvez, couper tout contact avec le géniteur, car c'est bien pire que ce que vous pensez. Vos enfants n'ont eu le temps de vous dire que un tout petit peu de ce qu'ils vivaient. Ils vivent des choses beaucoup plus graves et beaucoup plus dangereuses que ce que vous pouvez imaginer. Alors, j'avoue qu'à l'époque, je ne savais pas, comme je te le disais, ce que c'était que le pédosatanisme, ni les réseaux, ni les rituels. Et donc, j'étais à milieu d'imaginer de quoi elle parlait. Donc, je pensais que la justice allait protéger mes enfants. Donc, j'ai demandé au juge de protéger mes enfants en empêchant mes enfants de devoir aller chez le père pendant les vacances, puisqu'il y avait d'autres vacances qui se profilaient, les vacances de Pâques. Et là, le son, du- j'ai eu un appel téléphonique. Et donc là, le juge, en effet, a suspendu les droits du père pendant un temps, mais bizarrement, il m'a interdit de sortir du territoire. Donc, c'est-à-dire, j'avais une interdiction de prendre l'avion, d'aller à l'étranger avec mes enfants. C'était très surprenant. Ça m'a interpellée, mais je ne savais pas que c'était déjà le piège qui se refermait sur moi.
Et au bout de quelques mois, le père a eu le droit à avoir des visites médiatisées malgré les preuves qu'on avait, parce que mes enfants ont continué à dénoncer, ils ont fait des dessins, des vidéos, et j'avais des enregistrements, des appels téléphoniques qu'on avait eus auparavant, plus l'expertise psy qui disait qu'en effet mes enfants étaient en danger avec lui. Donc je ne comprends pas, je ne comprenais déjà pas pourquoi le juge avait autorisé le père à continuer à voir mes enfants, même s'ils étaient surveillés, pendant toutes les 2 semaines, pendant un après-midi. Et mes enfants, là, se sont encore plaints que pendant la deuxième visite médiatisée, ils avaient été laissés seuls très rapidement par les services sociaux qui étaient censés le surveiller, et que le père avait repris les attouchements sur ma fille, les attouchements sexuels. Et elle a voulu porter plainte, ce qu'on a fait. Et, euh, et là, les visites ont quand même continué. Et donc moi j'étais menacée, on me disait que si je les emmenais pas voir le père, je serais certainement condamnée et on me retirerait les enfants pour les placer à l'ASE. L'ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance. On les met à la rue, ils dorment dehors, ils dorment dans des hôtels, même quand ils ont 2 ans, 3 ans, ils sont livrés à eux-mêmes, ils sont tout seuls, ils n'ont pas à manger, ils sont frappés, ils sont violés sur place par des éducateurs qui peuvent rentrer comme ils veulent, s'occuper, rester seuls avec nos enfants comme ils veulent. Nos enfants sont déscolarisés, ils ne vont plus à l'école, ils ne vont pas voir le médecin. Alors tout ça, tout ce que je te dis, j'ai des preuves, puisque je connais énormément de mamans qui essaient de récupérer leurs enfants, qui sont dans le système et n'y arrivent pas. Et puis, il y a beaucoup de scandales sur le fait que ces services de l'État prostituent volontairement nos enfants dans leurs services. Donc on a beaucoup de preuves, hein. Il y en a quelques-uns qui sont tombés, qui ont été condamnés. Malheureusement, tout le monde le sait. C'est un secret de polichinelle, comme on dit ici. C'est-à-dire que c'est un secret que tout le monde connaît et personne n'en parle. Donc je n'avais surtout pas envie que mes enfants finissent à l'ASE. Je savais très bien que ce serait très violent pour eux. Donc j'ai essayé de calmer un petit peu le jeu et en apprenant à mes enfants à ne jamais être seuls avec lui pendant les visites médiatisées. Et contre toute attente, le juge des enfants, parce qu'on a deux juridictions, on a le juge des enfants et le juge des affaires familiales. Le juge des enfants est spécialisé dans la protection des enfants et le juge des affaires familiales est plutôt orienté de manière générale sur l'organisation de la famille. Donc il va dire qui garde les enfants, ou à quelle fréquence l'un voit les enfants et pas l'autre, qui s'occupe de la scolarité, etc., etc. Et donc là, c'est le juge des enfants, donc qui est spécialisé dans la protection de l'enfance, évidemment. Tu vois bien qu'il y a un problème, puisque c'est lui qui place les enfants à l'ASE, dont je viens de te parler, et qui sait très bien ce qui se passe dans ces services. Puis il y a eu des reportages qui l'ont signalé, qui l'ont montré à la télé. Il y a beaucoup de parents qui en parlent. Il y a beaucoup d'enfants qui finissent clochards dans la rue, chez nous en France, SDF, on appelle ça, sans domicile fixe, qui n'ont pas fait d'études, qui n'ont plus d'argent et qui finissent sous les ponts, ou prostitués, ou drogués. Plus de 70%, je crois, de ceux qui sortent des services de l'enfance en France finissent sous les ponts. Donc ils témoignent, et malgré cela, les juges continuent sciemment à placer les enfants à l'ASE. Et donc, le juge des enfants demande à ce que je fasse une expertise psychiatrique, que le père fasse uniquement une petite expertise psychologique. Et l'expertise psychiatrique, normalement, aurait dû être demandée aux deux. Et je n'ai pas compris pourquoi on nous a demandé cette expertise, une expertise pour moi, psychiatrique, puisqu'on avait déjà une expertise psychologique de toute la famille par un seul et unique expert, et qui était très fiable, et qui avait dit clairement, en observant tout le monde, que les enfants étaient beaucoup mieux chez moi, et qu'ils étaient victimes de violences chez le père. Et c'est ce qui m'avait permis d'obtenir la garde, d'ailleurs, en 2018. Et là, ce juge des enfants redemande une expertise psychiatrique uniquement pour moi, et je n'obtiens pas le résultat de cette expertise, mais le juge des affaires familiales se saisit tout seul, ce qui est interdit par la loi. Interdit. Il n'y a pas de possibilité dans la justice française
pour qu'un juge décide de se saisir tout seul, c'est-à-dire de demander une audience sans raison, puisque la prochaine audience du juge des affaires familiales était prévue à avril 2020. Or là, on était en novembre 2019. Donc, il y avait un problème. Et qu'est-ce qu'il a décidé alors? Eh bien, alors, pendant cette audience, il n'a rien décidé devant moi, évidemment, c'était le 12 novembre 2019, mais j'apprends que l'expertise psychiatrique a été rendue par le juge des enfants, je ne l'ai jamais eue. Par contre, l'avocat de mon ex-compagnon était là, et elle avait tout le contenu de l'expertise qui disait que j'étais devenue folle, et que j'avais avoué avoir inventé cette histoire de viol de mes enfants parce que, comme on était en séparation, je voulais obtenir la garde de mes enfants. Mais ce psychiatre avait mal lu les dossiers, puisque les enfants étaient déjà chez moi depuis 1 an et demi. Donc, son excuse ne tenait pas la route. Je ne pouvais pas mentir pour obtenir la garde, puisque je l'avais déjà, la garde de mes enfants. En fait, ils n'avaient absolument rien contre moi, donc ils ont menti En plus, éhontément. Je et pense. en plus une expertise psychiatrique que vous n'avez jamais vue, mais en fait, qui dit que vous êtes devenue folle. Alors, on sait qu'il y a quelque chose qui a été inventé là, qui n'a pas du tout, que ça Oui, n'avait rien à voir avec l'entretien que vous avez eu avec le... exactement. Tout Ouais. à fait. Il n'a pas fait les analyses qu'il aurait dû faire. Il ne m'a pas posé de questions sur mon mode de fonctionnement. Je l'ai vu à peu près une dizaine de minutes et il avait apparemment des dossiers qu'il a, 10 minutes, une dizaine de oui, minutes. 10 minutes. Alors, c'était... Oui. Wow. Alors, il a Ouais. décidé en 10 minutes, cette personne... apparemment, cet expert a décidé en 10 minutes que la maman qui avait déjà la garde des enfants, quand il y a tellement de preuves pour montrer qu'en fait le père était abusif, s'est abusé des enfants, euh, Mhm. en fait a décidé que c'est vous qui êtes folle. Voilà. En fait, il a utilisé le fameux syndrome d'aliénation parentale. Je pense que tu connais certainement ce phénomène là qui détruit les parents protecteurs. Euh, Et donc, il m'invente une maladie qu'il appelle être l'histrionie. Alors, cette fameuse histrionie, on a beaucoup. Histrionie. Ah, là, c'est Hist- c'est peut-être bien d'en parler un tout petit peu parce que donc ce psychiatre qui vous a vu pendant 10 minutes, il invente de l'histrionie pour vous. Alors, est-ce que vous pouvez parler voilà. un tout petit peu de ce que normalement, ce que ça indique dans un rapport comme ça? Alors, en fait, il m'a vu donc 10 minutes, il a fait un rapport d'une trentaine de pages, hein, donc très impressionnant quand même. Et il met, donc en fait, l'histrionie, de ce que j'en ai compris, c'est une personne qui est complètement instable, qui n'est pas capable de réflexion. Bref, des personnes qui ont des déficiences. En fait, c'est ce type de personnage qu'on considère comme des histrioniques, hein, de ce que j'ai compris. Mais pour définir un cas d'histrionie, il y a des examens particuliers à faire, que je n'ai pas fait évidemment avec lui, hein, puisque je l'ai vu que 10 minutes. Mais on ne peut pas déclarer une maladie de ce genre sans faire des examens particuliers. Et en Donc tout, c'est une personne qui ne peut pas vraiment, qui n'est pas capable de faire un travail, alors que vous êtes voilà. mère de deux enfants et vous travaillez en plus. Ben oui, en plus, en fait, ils disent que cette histrionie, ce sont des personnes qui ont un faible quotient intellectuel, hein. Bon, je vais pas dire que moi, je suis ingénieur hein, de formation, j'ai un master, hein, donc j'ai fait des hautes études, hein, comme on le dit ici en France. J'ai un poste à responsabilité, je suis chef d'entreprise, je réalise des audits dans les entreprises, hein, les grands groupes, notamment ceux du CAC 40. C'est-à-dire que j'ai la capacité de les conseiller, de faire un état des lieux de leur capacité à travailler dans le respect des exigences des cahiers des charges de leurs clients, du respect des normes, de la loi. Voilà, il faut. Je pense que si j'avais cette maladie, déjà, il serait très difficile pour moi de tenir une conversation, et en même temps, je ne pourrais en aucun cas avoir un tel métier.
Alors, Ce c'est serait vraiment, possible. je vais juste montrer un peu comment c'est complètement ridicule que vous êtes ingénieur, que vous êtes une personne de haute responsabilité, qui en plus a la garde de ses deux enfants, qui sont bien avec vous d'ailleurs, que Mhm. dans un entretien de 10 minutes, il vous a donné cette diagnose de quelqu'un qui est histrionique, quelqu'un qui normalement ne pourrait pas même faire un boulot au McDo, rien du tout, qui n'est pas capable. Voilà. Mhm. Voilà. Wow. C'est intéressant Exact. ça. Alors, est-ce que vous pouvez me raconter ce qui s'est arrivé alors? Parce que là, on voit que c'est complètement de la folie. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Eh bien, tout ça, ça s'est passé dans mon dos parce que j'ai découvert donc que le 12 novembre 2019 qu'il y avait apparemment un problème d'après le rapport d'expertise. On m'a juste dit que j'étais histrionique. On m'a pas donné le rapport, mais la partie adverse l'avait. Et on m'a pas donné les conclusions. Donc, en principe, quand on n'a pas les conclusions, c'est-à-dire les attaques de la partie adverse, hein, donc de mon ex-compagnon et son avocat, quand on n'a pas non plus le rapport d'expertise, alors que les autres l'ont, il faut savoir que devant la loi, un rapport d'expertise doit être remis à celui à qui il est donné, et il a le droit, il doit l'avoir lu. Donc le juge doit avoir la preuve qu'il m'a remis ce document, ce qu'il n'a pas fait, je ne l'ai jamais eu. Il doit avoir gardé la preuve avec un courrier recommandé qu'il m'a donné ce document, je ne l'ai pas puisque je ne l'ai pas reçu. Il doit avoir la preuve que j'ai contesté ou pas, ou accepté ce rapport. Or, comme je l'ai jamais eu, je n'ai pas pu le contester. J'avais un droit de réponse et un droit de contre-attaque, de contre-expertise. Bien sûr, il ne me l'a pas donné, puisque je découvre ce rapport chez l'autre juge, qui est le juge des affaires familiales. Et là, donc comme je n'ai que quelques lignes, je demande au juge un report d'audience, puisqu'on ne peut pas demander à quelqu'un de venir à une audience s'il n'a pas eu tous ces éléments avant. Et bien sûr, le juge refuse. Donc mon avocat, je lui dis, ben, écoutez, défendez-moi, vous voyez bien qu'il y a un problème, c'est illégal. Puis il me dit, ben, la juge ne veut pas, elle outrepasse la loi, hein, la juge ne veut pas répondre à vos droits. Et on me dit également, donc je me défends en disant que mes enfants ont des droits, qui sont en danger et qu'il faut protéger mes enfants. Et là, la juge me dit, ben non, votre ex-compagnon bénéficie de la présomption d'innocence. C'est-à-dire que tant que un juge ne l'aura pas condamné, malgré toutes les preuves, même si on le prend en flagrant délit, parce que c'est comme ça que ça se passe en France, si je filme et que j'ai la preuve que mon ex-compagnon viole mes enfants, tant qu'un juge n'aura pas pris le temps de le condamner, il aura le droit de violer mes enfants. Voilà comment ça se passe en France. Flagrant délit. C'est la seule façon, donc, alors, avec la chose qui est la plus cachée au monde. C'est-à-dire, Voilà. ouais. Donc même en flagrant délit, je ne peux pas protéger mes enfants. Donc moi, j'avoue que j'ai un dossier qui est quand même très très fourni. Parce qu'en plus, l'expertise psy a donné tellement de preuves dans son rapport de ce que m'avaient dit mes enfants quand elle les a entendus, que les gendarmes, quand j'ai commencé à leur apporter les preuves, hein, les dessins, les vidéos, les enregistrements téléphoniques, ils m'ont dit non, non, madame, c'est même pas la peine, parce que l'expert psy a fait un dossier tellement complet que le père va aller directement en prison, en une semaine, et vous serez tranquille avec vos enfants. Donc il m'avait dit ça en avril. Et là, on était en novembre. Et mes enfants étaient toujours pas protégés, donc j'avais toujours peur. Et quand j'ai vu le 12 novembre à cette audience qu'il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de choses qui étaient bizarres, comme si j'étais prise au piège. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose qui se passe qui est pas normal. Donc je rappelle les gendarmes, je leur demande de l'aide. Ils me disent non, non, il n'y a pas de problème. Et en même temps, ils me convoquent. Ils me disent, Madame, il va falloir venir à la gendarmerie parce qu'il y a plein de plaintes contre vous. En fait, il y avait eu un concentré de plaintes qui avait été faites par le géniteur, par ses parents, voilà, ils avaient fait plusieurs plaintes. Et les gendarmes, donc le 15 novembre, m'ont convoqué à la gendarmerie. Donc j'avais le droit juste de rentrer manger avec mes enfants qui étaient à l'école. Et pendant ce temps, ils m'ont fait revenir à l'école, à la gendarmerie pour répondre à d'autres plaintes, qui étaient toutes classées sans suite, hein. On a pris mes empreintes, ma photo de face, de profil, enfin comme si j'étais une grande criminelle, alors que c'était moi qui portais plainte
pour protéger mes enfants qui étaient face à un criminel. Enfin, en marche sur la tête. Et j'apprends en rentrant de la gendarmerie par une maman que mes enfants sont kidnappés à l'école. Je rappelle que le juge n'a toujours pas donné son jugement, son rapport, et le père a fait 600 kilomètres le matin pendant que j'étais à la gendarmerie. Et qu'il est arrivé juste au Pour moment où j'ai répondre à des déposé mes... plaintes que lui et sa famille avaient faites contre vous. Voilà. Et donc, vous étiez à la gendarmerie, donc vous ne pouvez pas être à l'école où vos enfants se font kidnapper parce qu'en fait, ça se passe tous dans un environ de quelques kilomètres, quoi. Vous êtes à la gendarmerie et vos enfants sont à l'école un peu plus loin et là, ils se font kidnapper. Alors, est-ce que vous pouvez parler de ce kidnapping parce que vous en avez parlé beaucoup et ça m'a vraiment choqué. J'ai vu d'ailleurs la place devant de l'école où ça s'est passé et ça m'a vraiment énormément choqué, je dois dire. Ouais. Hmm. Ça a choqué beaucoup de monde, hein, parce que en fait, le père, donc le temps que j'étais chez les gendarmes, est venu à l'école. Il est venu avec son avocat, accompagné de deux gendarmes, accompagné des services sociaux. Et sont venus chercher, donc le directeur d'école les a autorisés à rentrer. Il faut savoir qu'il n'y avait pas de jugement, c'est-à-dire que le juge, pour le moment, les enfants étaient chez moi. C'est moi qui avais la garde principale et le père ne l'avait pas. Donc le directeur d'école n'aurait jamais dû le laisser rentrer chercher mes enfants. Deuxième chose, les gendarmes étaient avec, ils n'avaient pas le droit de l'accompagner à kidnapper mes enfants. Et troisième chose, comme le juge devait rendre son jugement dans l'après-midi, le vendredi après-midi, comment le père avait pu déjà faire 600 kilomètres avant pour venir chercher mes enfants à l'école. Il semblerait que mes enfants se sont battus pendant plus de 2 heures et demie devant l'école. Que ma fille, Devant l'école en public, en fait. Oui. que ma fille s'était accrochée au poteau qui était devant l'école pour empêcher les voitures de rentrer, que les services sociaux l'auraient traînée par les pieds sur le bitume, alors qu'il faisait froid, on était en novembre, qu'elle s'était accrochée aux portes à tout ce qu'elle pouvait et qu'ils n'arrivaient pas à la déloger. Elle hurlait tout ce qu'elle pouvait pour supplier, comme si elle savait qu'elle allait mourir. Et que les gens autour, les parents, les voisins, les profs, tout le monde était choqué. Ils étaient tellement choqués qu'ils ont demandé à ce qu'il y ait une cellule psychologique qui s'ouvre. Alors, je sais pas si tu vois ce que c'est une cellule psychologique, mais quand il y a un attentat, par exemple, on ouvre ça pour tous ceux qui ont observé la scène, parce qu'ils sont eux-mêmes traumatisés. C'est pour les accompagner avec un psychologue. Et mes enfants, donc, ont dû rejoindre le père dans la voiture. Ils ont été forcés de monter dans la voiture. Moi, je suis arrivée. Ma fille est encore accrochée au poteau parce qu'il y a une maman qui a appelé pour me signaler ce qui se passait. Quand j'y suis allée, j'ai vu en effet que ma fille était accrochée par terre. Un poteau, elle se serrait très très fort. Quand elle m'a vue, elle s'est jetée dans mes bras. Et là, les gendarmes sont venus vers moi. Ils m'ont dit, Madame, si vous bougez, vous allez tout de suite en garde à vue. On vous met directement en prison. Et je leur dis, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Je comprenais pas, j'étais pas au courant. Et puis, tout était illégal. Donc, j'essaie d'appeler mon avocat qui répond pas. Mon fils est traumatisé, il est sous le choc, il est comme ça. Il parle pas, il sait ce qu'il attend. Il avait parlé de menaces de mort. Il avait dit que il était obligé de voir des enfants dans des cages, de boire du sang, de manger le caca de son papa, qu'il était étranglé quand il refusait Il vous d'être raconte ça violé. sur place, là, avec les gendarmes, sur place, sur la place devant l'école. Il vous dit tout ça Non, il me l'avait dit juste avant. juste avant. Et j'avais, voilà, juste avant. C'est pour ça que je pensais que mes enfants seraient protégés, puisqu'on avait tous les enregistrements, je les ai quand même donnés à la gendarmerie. Et donc, je Écoutez, l'avais raconté tout ça. une chose que j'avais pas bien compris, est-ce que vous êtes donc arrivé sur scène le moment du kidnapping? Oui, au bout de Et 2 heures et demie. 2 heures et demie, alors vos enfants, ils sont tenus et votre fille
s'est accrochée au poteau, ils n'ont pas arrivé à la À décrocher, la à sortie. la Ouais. forcer dans la voiture, mais vous êtes arrivés alors et elle s'est jetée dans vos bras et il y a là les gendarmes qui vous ont forcé de la À la laisser. laisser partir. Sinon, ils me mettaient en prison devant mes enfants. Et comme je voulais pas que mes enfants pensent que je serai en prison, que je pourrais pas me battre pour les sortir de là, et que je voulais pas les traumatiser plus que ça, ben, j'ai laissé faire. Je me suis dit, c'est d'injustice, les juges vont le voir, et puis ils vont m'aider à les récupérer. Mais ça s'est pas fait. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que je me bats pour les sortir de là. Les 4 ans. Faut savoir que mes enfants ont dénoncé énormément de choses. Tu vois, tout ce que tu dis sur les réseaux pédosatanistes, ils l'ont dit, ils l'ont dessiné. Et ils ont dessiné des cages d'enfants, ils ont dessiné avec des enfants enfermés, ils ont dessiné des enfants qui sont coupés, tués, mangés, violés, torturés. Ils m'ont raconté que eux-mêmes vivaient tout ça. Ils me disaient qu'ils étaient privés de nourriture, de sommeil, ils étaient étranglés tant qu'ils acceptaient pas d'être violés. Il fallait que ça devienne normal pour eux, que ce soit euh, quand les violeurs voulaient le violer, que les enfants devaient accepter. Parce qu'il n'y avait pas que le père qui violait mes enfants, il y avait aussi leur grand-mère, et il y avait apparemment d'autres hommes avec d'autres enfants, d'après ce qu'ils me disaient, se retrouver dans des endroits où il y avait euh, apparemment des sous-sols. Euh, Puisqu'une fois, on a pris la voiture, on est descendu dans un sous-sol en colimaçon, un parking, et là, ils se sont mis à hurler, hurler, hurler. Et puis, j'ai pas compris. Je leur ai demandé de m'expliquer pourquoi ils avaient si peur. Et puis, ils m'ont dit que voilà, leur père les avait emmenés aussi dans un sous-sol comme ça et que ça avait été très violent et qu'ils voulaient surtout pas y retourner. Alors, Voilà. après le kidnapping, vous les avez revus quand même. Non, je les ai Non. revus. Non, il m'a fallu attendre. J'avais pas le droit de les appeler. Ils m'ont pas dit où ils allaient. Ils m'ont pas dit dans quelle école ils allaient. Ils avaient changé de ville. Ah, Ils avaient d'accord. Non, changé c'est de avant le kidnapping que vous les voyez et c'est avant le kidnapping qu'ils ont commencé à vous parler. raconter. D'accord. Voilà. C'est ça. Pendant tout le temps où ils étaient plus obligés d'aller voir le père que en visite médiatisée. Donc de mars à 2019 à novembre 2019. Donc là, ils ont parlé, 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 dessiné, tout expliqué. J'ai filmé, enregistré. C'était horrible. Et c'est D'accord. là que j'ai Et découvert. c'est Ouais. après qu'ils ont kidnappé vos enfants, enfin, et Oui, après ça, vous les avez plus, enfin, ils étaient plus plus revu. jamais chez vous. Ils ont plus jamais vécu chez vous, c'est ça. Non, c'est ça. Ils ont été donc placés chez le père. Chez le pédo, hein. Et donc, je sais qu'ils allaient plus à l'école, ils étaient traumatisés, ils avaient perdu beaucoup de poids, parce que j'ai réussi à avoir des informations en faisant une enquête, hein. C'est-à-dire que j'ai appelé toutes les écoles, toutes les mairies, j'ai dû faire du chantage pour de porter plainte contre l'académie de l'Isère de Grenoble, parce qu'ils ont été, il est allé s'installer à Grenoble. C'est en fait Grenoble, il y a un gros problème là-bas. On sait qu'il y a un réseau pédosataniste. On le sait parce que je sais pas si tu connais l'histoire de Nordal Lelandais, qui est en fait un tueur, hein, qui a kidnappé et tué le caporal Noyer, qui est un autre jeune homme qui a subi ces agressions, apparemment à la fois sexuelles et aussi et meurtres, et la petite Maëlys, qui avait une petite dizaine d'années, qui a été kidnappée en été 2018, et il a avoué l'avoir ramenée pour le réseau, c'était une commande pour le réseau pédo-sataniste de Grenoble, donc où se trouvent mes enfants, hein, prisonniers. Donc ça correspond très très bien à ce qu'il disait. Et bizarrement, Nordal Lelandais, il a un peu le même parcours géographique. Il se déplaçait aux mêmes endroits que mon ex-compagnon. Mais Et il a le vos même... enfants ont parlé aussi des endroits à Paris, qu'ils étaient Oui, emmenés pour des rituels, en fait, à tout à Paris. fait.
Ils ont parlé de la pyramide du Louvre. Ils ont parlé d'être obligés d'être sous la pyramide du Louvre, dans des tunnels qui étaient cachés et où il y avait plein d'autres personnes et qu'on venait tuer d'autres enfants pendant ces rituels-là. Donc, donc ça, c'était un. Alors, j'avais du mal à le croire, puisque mon fils, je l'avais encore jamais amené dans sous cette pyramide. Je lui avais promis de l'emmener visiter Paris, mais il était encore trop petit. Et il m'a décrit la pyramide en verre, il m'a décrit la sous-pyramide qui est à l'envers en dessous. Et il m'a dit qu'en dessous de ça, il y a encore des tunnels. Bon, mon fils était en avance, hein, il est toujours en avance. Il a beaucoup de facilité à parler, il a un bel esprit d'analyse, il parle très bien, il décrit très bien les choses. Et donc, j'étais impressionnée par les précisions qu'il donnait. Et d'ailleurs, dans ses dessins, il y a une précision incroyable. Je vais montrer les Euh, dessins aussi, oui, Dalila, parce que c'est très très fort ces dessins, on voit tout. Donc, on va mhm, les montrer à la fin de l'entretien, je vais les montrer. d'accord, ok. Voilà. Et après, ben, tout ça, je n'ai eu le droit que donc de les voir au bout d'un an et demi. Et je n'ai eu le droit de les voir que 1 heure par mois, donc en milieu de semaine, alors que je travaille. Et je devais faire 1 200 kilomètres aller-retour pour les voir 1 heure en milieu de semaine. Donc, bien sûr, je suis obligée de payer une pension alimentaire, je dois payer C'est vous des qui payez condamnations. c'est vous qui payez de l'alimentation? C'est pas vrai. Oui, si, Vous si, payez si, au, je suis punie vous partout, payez au attaquée. géniteur. Vous, Pardon? vous payez au géniteur Oui, tout l'alimentation à pour fait. Oui. Et ils portent plainte pour dire que je ne paye pas. Et alors, je suis prélevée doublement, c'est-à-dire que moi, je paye, je lui fais un virement. Je suis allée à la gendarmerie plusieurs fois où il a dit qu'à chaque fois, je ne payais pas. J'ai ramené les preuves que je payais. Les services sociaux, en même temps, me prélevaient en forçant, en volant sur mon compte, ce qui fait que j'ai payé 2 fois. Et j'ai jamais été remboursée. Donc, vous voyez, il a le bras très long. Il a des relations qui lui permettent d'obtenir des choses illégales. On voit bien aujourd'hui que c'est un réseau, puisque là, c'était les juges de Sarreguemines, donc à l'endroit où j'habite, qui m'avaient condamné et volé mes enfants, hein, organisé pas avec les gendarmes, de manière totalement illégale. La plainte a été classée apparemment très vite sans suite. Et attention, malgré toutes les preuves qu'on avait, ils ont classé sans suite en disant que on ne pouvait pas instruire la plainte pour viol parce que les parents sont en conflit. Voilà, les parents sont en conflit parce que le père abuse les enfants et la mère n'aime pas que le père abuse les enfants. Alors c'est là le Voilà. conflit. Voilà. Donc il faudrait que moi, en tant que maman, j'accepte que le père viole mes enfants et donc ne plus être en conflit Ah non, c'est complètement à pour que... l'envers. C'est complètement à l'envers. Donc si j'accepte, je porte plus plainte. On est d'accord? C'est hallucinant. Vous avez des procureurs, des juges qui mettent ça dans les dossiers. J'ai la preuve, j'ai tout. Oui, vous C'est avez toutes les incroyable. preuves et vous avez aussi dénoncé les juges, donné les noms des juges et des procureurs et tous les gens qui, en fait, Tout, tout. Les qui font services partie. sociaux qui mentent, tout. Mm. Oui. Et le psychologue qui vous avait fait cette diagnose de histrionie alors qu'il vous a vu 10 minutes. Oui. J'ai porté plainte 2 fois contre lui, au pénal et au civil. Donc, ça devrait. Ouais. Oui, c'est ça qui m'inspire avec vous, que vous avez vécu ça, c'est hallucinant, comme vous dites. Et c'est dur aussi parce que ça brise le cœur, hein, parce que il y a beaucoup de parents parmi nous, mais je ne crois pas que c'est nécessaire d'être un parent pour comprendre que c'est la pire des choses. Ah oui. De se perdre ses petits-enfants, enfin des enfants très jeunes, euh, pour une mère de perdre ses enfants ainsi, avec Mm, une organisation derrière qui mm, protège le père qui les abuse, mais pas seulement les abuse, mais les abuse de la façon la plus pire imaginable. mm. Et
Euh, et, et, et Et, tout de même, d'abord vous en parler, ce qui est déjà quelque chose qui n'est pas du tout. Je sais que on vous a pas encouragé de parler. Alors, oh non, menacée, un peu vous prise. êtes menacé, oui. Et en plus, Ouais, ça par le vous a coûté procureur qui aussi, m'a les interdit enfants. de parler, les gendarmes. Oui. Oui. Donc, Maintenant, les juges également. Tout le monde m'interdit de parler, mais ça va être l'inverse. Aujourd'hui, si on en arrive à une telle situation, si on a autant d'enfants qui sont prisonniers des services de l'État et soi-disant protection de l'enfance, qui sont prisonniers chez les pédocriminels, c'est parce que justement on se tait. Aujourd'hui, il faut mettre la lumière sur tous ces réseaux, que ces gens répondent de leurs actes, que tous ces juges, que tous ces gendarmes, que tous ces médecins, ces services sociaux et ces avocats, tous doivent répondre de ce qu'ils font. Il faut jouer la transparence. Il faut révéler ce système mafieux destructeur des enfants. Si nous ne le faisons pas, nous les protégeons. Nous protégeons ces criminels. Aujourd'hui, nous devons protéger nos enfants. Donc, je vous rappelle quand même un de que, tu le sais, mais je rappelle à tes auditeurs que j'ai vécu plusieurs tentatives de meurtre, hein. J'ai été empoisonnée et à chaque fois, je m'en suis sortie. J'ai été dans le même mois où j'ai voulu, j'allais quitter mon ex-compagnon, j'allais déménager. Vécu 3 tentatives de meurtre. J'ai porté plainte à la troisième et la personne a été arrêtée parce qu'il y avait du flagrant délit, puisqu'il y avait une personne qui était là, qui m'a aidé, qui l'a vu. Il y avait des caméras, il y avait un enregistrement vidéo, donc on a reconnu la personne. Il n'a fait que 4 mois de prison. 4 mois. et est-ce que vous parlez de la 50 sur 5. personne le camionneur? Oui, c'est ça. Est-ce que Je parle de lui. ça vous gêne, est-ce que ça vous gêne de raconter ce qui s'est passé? Parce que c'était très clair que c'était une tentative de meurtre. Euh, voilà. Est-ce que ça vous gêne Oui. d'en parler? Non, 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 bien sûr que non. Au contraire, je pense qu'il faut le dire. En fait, j'étais donc dans le même mois, au mois de juin. Je devais déménager donc en juillet. Et en juin, la première fois, j'étais agressée dans le train. J'étais en déplacement professionnel. Je rentrais de déplacement depuis Paris. J'avais pris le train pour rejoindre Chambéry. Et entre Lyon et Chambéry, j'ai eu 2 personnes qui se sont installées derrière moi dans le train. Alors que le train était vide, c'était un train de nuit. Et c'était en première classe, où il y avait que des professionnels, que des gens comme moi qui travaillaient avec mon ordinateur. Et c'était très surprenant parce que ces jeunes en casquette étaient plutôt du genre à aller en deuxième classe et certainement pas dans un wagon où on travaille. Et ils ont commencé à taper dans mon siège, à m'agresser, à m'insulter. Alors je ne les connaissais pas, je leur ai demandé de se calmer, ils n'ont pas voulu. Et puis il y a un monsieur qui s'est levé, qui voulu me protéger. Et ensuite, c'est les contrôleurs qui sont venus et qui m'ont dit, bah, écoutez, madame, on va vous accompagner jusqu'au taxi quand vous allez arriver parce qu'ils sont virulents, ils sont très dangereux. Ils ont dit qu'ils voulaient vous faire beaucoup de mal. Je n'ai pas voulu les croire. Et en effet, quand je suis arrivée escortée par 3 agents de la SNCF, quand je suis rentrée dans le taxi, ils sont sortis de nulle part et ils ont couru derrière le taxi pour essayer de me rattraper. Ils étaient vraiment acharnés. Je n'ai pas trop compris. Je me suis pas plus posé de questions que ça. Une semaine plus tard, c'est les parents de mon ex-compagnon qui m'invitent à aller avec eux à une sortie, ce qu'ils faisaient jamais. On se parlait même plus. Et ils m'ont dit, bah, on emmène les enfants, tu pourras emmener ton ordinateur et travailler dans un coin au bord du lac, et nous, on s'occupera des enfants et on reviendra au bout d'une heure ou deux. Comme ça te changera les idées, tu pourras sortir. Je lui dis, oula, surprenant de leur part, qui m'aiment pas. J'y suis allée, je me suis dit, pourquoi pas, si on peut renouer. Et donc, ils me laissent au bord du lac, ils partent, et là, un groupe de jeunes arrive, et puis ils commencent à m'agresser aussi. Et je comprends pas non plus, je me dis, purée, j'ai vraiment pas de chance en 2 semaines. Et là, un monsieur également avec son enfant vient et me protège, et il les fait fuir. Bon, la troisième semaine, je pars courir, puisque je courais un jour sur deux en moyenne. Et j'attendais toujours que le géniteur rentre du travail. Il rentrait entre 5h30 et 6h du soir. Et je partais courir
pas loin de la maison, hein, et j'avais un parcours un peu similaire à chaque fois. Et là, il ne rentre pas avant 8 heures, ce qui lui était jamais arrivé. Et à 8h02, je me fais agresser. Je me fais approcher par une personne qui est en camionnette et qui m'appelle, qui m'interpelle, qui me demande de m'arrêter. Je refuse. Et il essaie de me couper la route avec son véhicule. Et donc je vois bien, je me ravise, hein, je fais un bond pour le laisser passer, qu'il ne m'écrase pas, hein. Et quand il va un peu plus loin, et là il se met en travers de la route avec son véhicule. Il a un camion plateau, donc c'est un camion sur lequel on peut charger un autre véhicule, et c'est ce qu'il avait. Il avait un autre véhicule qui l'emmenait à la casse automobile. Et donc il me coupe la route, donc je suis obligée de passer devant lui, mais je préfère passer derrière, parce que je ne l'ai pas trouvé très normal. Je suis passé derrière, et au moment où je passe derrière sa voiture, son camion, il fait une marche arrière pour essayer de m'écraser. Et j'ai juste le temps de plonger de rouler, hein. J'avais fait des arts martiaux, donc ça m'avait aidé. Et je me relève, et là, je prends mon téléphone, et je me dis, je vais quand même prendre une photo de sa plaque, parce qu'il est quand même bizarre, cet homme. Donc je sors mon téléphone pour prendre une photo de sa plaque, mais je le vois se baisser, attraper quelque chose par terre dans son véhicule du côté passager, et il arrive en courant avec une croix pour démonter les pneus. C'est une grosse croix qui est lourde, hein. Et il arrive en courant vers moi et il vise ma tête. Il tape très fort comme ça. Et bizarrement, à ce moment-là, pour moi, le temps s'arrête. J'ai l'impression que tout est au ralenti. Et je vois cette personne qui me tape au ralenti. Et moi, alors je suis surprise, hein, parce que je comprends pas que le temps s'arrête. J'ai le temps de me baisser tranquillement, de réfléchir à la situation, de le voir reprendre sa clé, et je me relève, et puis je lui dis, mais attendez, monsieur, vous faites quoi? Et lui a des yeux écarquillés. Il est choqué de voir que j'arrive à esquiver ses coups. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas, il n'est pas aussi rapide que moi, en fin de compte. Il reprend sa clé, il veut refrapper, même chose, le temps s'arrête à nouveau, tout devient au ralenti. Alors, je sais pas si tu vois, mais c'est comme dans le film Matrix. J'ai vraiment l'impression que tout est en décalé. Donc, lui est très lent et moi, je suis en temps normal. Et donc, je le vois à nouveau arriver avec sa clé. J'ai le temps de me rebaisser, de le regarder sérieusement, et puis de me dire, mais il le fait exprès, il fait semblant de me frapper, il veut vraiment pas me frapper. Et puis je me dis, bah non, il pourrait pas lancer sa clé s'il faisait tout ça au ralenti, il le pourrait pas. Bref, il reprend sa clé, et puis là, il est choqué par ce qu'il voit. Je me relève, et là, je suis pas du tout traumatisée, bizarrement, je n'ai vraiment pas peur de lui. Et là, il y a une dame qui passe, que je connais, qui l'interpelle, qui lui dit rangez votre clé tout de suite et partez d'ici, sinon j'appelle les gendarmes. Donc, il se sauve. Et on porte plainte, enfin, je porte plainte, elle soutient ma plainte, on le reconnaît, et ils me disent, les gendarmes, au téléphone quand j'étais chez moi, eh bien, demain, on va l'arrêter. On sait exactement qui c'est, on l'avait reconnu sur une planche, et avec des photos hein, de lui. Et il me disait, il est connu, mais cet homme-là, parce que moi au départ, j'ai pensé que cet homme voulait me violer, comme ça se fait souvent dans les faits divers. On entend souvent des femmes se faire violer pendant leur jogging. Et là, les gendarmes me disent, non, non, pas du tout, madame, il avait prévu de vous écraser, de vous assommer. Il m'a dit avec un démon de pneu sur la tempe, on vous tue, hein. Il me dit, c'est pas pour vous violer, hein. Il dit, il avait prévu de vous mettre dans le coffre du véhicule qu'il avait sur son camion plateau. Et c'était un véhicule qui était destiné à la casse automobile. Ils avaient fait l'enquête. Et il m'a dit, il a fait un énorme détour pour venir exactement à l'endroit où vous étiez en train de courir à 8 heures. Je dis, mais je cours jamais à 8 heures. Il me dit, bah, c'est quand même surprenant parce que c'est pile poil à ce moment-là qu'il est venu. Ok, Et c'est qu'en fait, il avait avoué aux gendarmes. je sais pas.
Je sais pas s'il avait avoué. En tout cas, ils m'ont dit il avait prévu de me mettre dans le coffre et de m'emmener à la casse automobile et il m'a dit, on vous aurait jamais retrouvé parce que la voiture était compactée. Donc, on aurait pu vous chercher longtemps, vous aurez jamais retrouvé. Et là, mon ex-compagnon a supprimé tous mes messages avec lui à partir de ce jour. Donc, Là. donc Ils ont tous. tous ces attentats sont arrivés quand vous étiez encore ensemble Oui, avant. on vivait ensemble mais de manière séparée. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'on faisait plus rien ensemble, mais on cohabitait dans la même maison qu'on avait achetée ensemble. Et c'était le temps de la vendre, le temps que je déménage. Voilà, donc pour moi, il était très calme, donc je pensais qu'il avait accepté la situation, parce que comme ça n'allait pas, voilà, entre nous, et que les enfants l'aimaient vraiment pas, voilà, je pensais qu'on allait se séparer à l'amiable, ce qui n'était pas du tout le cas. Est-ce que vous pensez que ces attentats de meurtre étaient pour que lui pouvait avoir les enfants seuls parce qu'il savait que vous n'allez jamais l'accompagner dans sa mode de vie, quoi? Évidemment, évidemment. Il le savait très bien parce que j'avais déjà parlé une ou deux fois de cas de pères pédos. Et j'avais toujours dit que pour moi, ces hommes-là, on devrait les mettre en prison à vie, on devrait les mettre sur des îles isolées, etc. J'ai toujours trouvé ça tellement horrible D'accord. que pour moi, c'est intolérable qu'on fasse du mal à un enfant. Il le savait très bien. D'accord. Donc, voilà. Alors Et ce votre... criminel, donc, au lieu d'être, quand les gendarmes ont voulu l'arrêter, il a été prévenu. Il a pris l'avion pour partir à l'étranger pendant un an. C'est pas vrai. Si. Donc je pense pas que ce soit les gendarmes qui l'ont appelé. Mais je pense plutôt que c'est mon ex-compagnon et qu'il le connaît, puisqu'aujourd'hui il habite tout près de chez lui, de chez ce criminel. Il Wow. a déménagé quand il a kidnappé mes enfants de l'école, il est allé déménager pour aller vivre là-bas. Donc on voit bien que Grenoble, où est Nordal le Landais, ou ce criminel aussi, qui est protégé, puisqu'il n'a pris que 4 mois de prison ferme pour une tentative de meurtre. Hein. C'est quand même surprenant. Il n'y a jamais aucune enquête qui a essayé de comprendre qui a voulu me tuer en si peu de temps. J'ai aussi été empoisonnée puisque j'ai fini aux urgences avec tous les symptômes d'un arrêt cardiaque D'accord. et enfin d'un malaise cardiaque. J'ai été Ça n'a pas de sens gardée pour par vous. les. Oui. Oui. Ça n'a pas de sens pour vous. Crise cardiaque. Ben non, Oui, ça n'a pas de sens ben du tout. non. Vous êtes jeune femme, Bon, bonne femme. en faisant beaucoup de sport, je fume pas, je bois pas d'alcool, je me drogue pas. Au contraire, j'ai une vie très saine, donc c'était très surprenant. Je prends même pas de médicaments, donc c'est juste pas possible. Je mange bio, bref. Et quand je suis arrivée aux urgences, les experts sont venus à plusieurs, trois, quatre. Ils m'ont gardé 2 jours parce qu'ils comprenaient pas ce qui m'arrivait. Ils me disaient, mais vous avez eu tous les symptômes d'un arrêt cardiaque, mais il me dit, mais enfin, d'un malaise cardiaque, mais il me dit, mais vous n'avez rien. Votre cœur va très très bien. On ne comprend pas. Il me dit, ça peut être qu'un médicament. Je ne prends pas de médicament. Il me dit, c'est pas possible. On ne trouve pas la raison de ce malaise. Alors, Alors après, il a essayé 3 fois, ça a échoué. Alors maintenant, vous êtes là et il a, donc, même que ce n'était pas facile, il a quand même arrivé à vous prendre les enfants avec l'aide de ses amis qui sont dans le système. hum, C'est dans mon expérience, c'était comme ça que ça marchait exactement, qu'il y a donc un juge, un avocat, un quelqu'un de l'aide sociale à l'enfance, quelqu'un des services sociaux euh, qui se mettent ensemble pour certains cas qui font il y a quelqu'un plus haut dans la hiérarchie qui est dans le réseau. Donc, c'est comme ça qu'ils peuvent faire des teams, de se mettre ensemble, en fait, des groupes. euh, pour arriver à telle chose. Mais là, avec votre cas, moi, j'ai l'impression que ça doit être la fin parce que c'est tellement euh, évident. C'est tellement évident Hum. qu'il y a de la corruption incroyable derrière, que c'est tellement évident
en face de preuves. Parce que quand moi je parle, on dit toujours, ah, mais elle n'a pas de preuves. Bon, c'est vrai que les cicatrices peut-être seront pas acceptées comme des preuves. Et on a l'air d'oublier toujours que mon témoignage, c'est de la preuve. Parce que c'est une personne qui parle en tant que témoigne. Bon, moi, j'essaie de ne pas rentrer dans le système du tout, mais le témoignage même, c'est considéré de la preuve aussi. Et, Mais évidemment, il et faut pas rentrer dans leur jeu parce que c'est en leur général jeu, ceux c'est qui oui. veulent te déstabiliser, Oui, oui, ce oui, mais sont leur eux jeu, c'est oui, leur qui jeu, sont c'est dans le de réseau. faire des preuves physiques. Mais là, vous avez tout, vous avez toutes les preuves physiques qu'on peut avoir, y inclus, si je me trompe pas, des examens des docteurs pour prouver qu'il y avait en effet des viols sur vos enfants. Mhm. Oui, tout à fait, j'ai absolument tout. C'est ça le plus surprenant. Et c'est Oui. bien la preuve que, quelles que soient les preuves que vous ayez, le réseau ne veut pas qu'on sache la vérité Non, mais je et ne comprends, veulent. mais c'est là où vraiment, c'est vrai que c'est leur jeu de toujours dire on a besoin de preuves, même que moi, après 50 ans, j'ai toujours la preuve parce que j'ai la mémoire, j'ai la preuve parce que j'ai des cicatrices, j'ai de la preuve parce que je connais le nom d'un garçon d'un village qui a été tué euh, il y a 40, il y a plus de 40 ans, non, plus de 50, il y a 50 ans presque, bien, et là, ça fait 50 ans qu'il s'est fait tuer. Et ça n'a pas de sens que je saurais qui il est. C'est des preuves de circonstances, je les ai, mais on va toujours dire que j'ai pas assez de preuves. Mais dans votre cas, c'est plus rationnel, quoi. Je veux dire que c'est toujours possible pour quelqu'un qui m'écoute pour dire, bah, elle n'a pas assez de preuves. Parce que c'est dur à comprendre, je comprends, c'est dur à accepter, c'est dur à absorber. Donc, moi, sans, je sais pas, un certificat, je sais pas, pour des choses autres que j'ai, parce que bien sûr, ce réseau, la chose qu'ils font le mieux, c'est d'en fait, cacher les preuves ou de détruire les preuves. C'est en fait, c'est qu'ils font très bien, c'est de détruire les preuves. Donc, mais avec vos enfants, vous avez vraiment tout ce qu'on peut imaginer sur ce point-là. Et donc, pour le public, moi, je pense que pour le public, c'est pas possible parce que c'est bon, on comprend que les médias ne vous écoutent pas, les médias surtout général ne vous écoutent Mhm. pas, ne vous donnent pas d'entretien, mais il y a d'autres réseaux où on peut vous écouter. Une fois qu'on écoute votre histoire, on sait qu'il n'y a plus rien qui tient debout, quoi, parce vous avez toutes les preuves. Et en plus, vous avez une folie qui parle d'une arrogance extrême d'ailleurs, j'ai toujours reconnu cette arrogance des gens du réseau qui savent que dans mon temps, dans les années 70, ils étaient toujours étonnés qu'ils pouvaient faire n'importe quoi, que personne n'allait se poser des questions. C'était comme ça. Mhm. Et c'est Mhm. vrai, parce que pour moi, avec moi, ils m'emmenaient en public. Et Mhm. il n'y a jamais personne qui se pose des questions. Alors Mhm. ici, on est, c'est plus le même temps, c'est une époque différente, donc on doit faire plus attention, mais quand même, le système donc juridique là et toutes les personnes avec qui vous avez eu affaire après, vous avez eu la garde des enfants, ce qui s'est mis en marche après que vous avez la garde des enfants, c'est complètement cinglé. Et c'est Mhm. tellement clair pour tout le monde que vraiment, il n'y a plus de façon de dire, mais elle n'a pas de preuves. Il y a plein de preuves. Mhm. La seule chose qu'on peut faire maintenant,
c'est d'essayer de manipuler le public pour ne plus croire aux enfants, pour ne jamais croire aux enfants quand les enfants vont venir pour dire ce qui s'est passé, ceci et cela, pour ne pas les croire Mm. pour dire que les enfants, on ne peut pas faire, on ne peut pas croyer Leur un faire enfant qui confiance. parle des Mm. choses que normalement il ne devrait pas savoir. Ils ne devraient Mm. pas même, ils ne peuvent pas Connaître. s'imaginer de telles Mm. choses et ils en parlent quand même. Donc, c'est de changer et manipuler le public pour rester complètement dissocié, pour ne pas y croire. Mais il faut une dissociation tellement énorme à ce point pour Mhm. ne pas voir la preuve qu'on a en face de nous que ces réseaux existent. En plus, Mm. une chose que on n'a pas parlé, c'est que vos enfants, quand même, ont été très clairs aussi qu'il y a des personnes importantes qui sont impliquées aussi dans ce réseau, non? Mm. Oui, oui, tout à fait. Euh, donc, ils ont parlé de personnes très haut placées, hein. Donc, en fait, je vais participer à un film, hein, comme tu le sais très bien, On est tous Anneke. les deux, on est toutes les deux dedans, le film. Voilà, tout à fait. Voilà. Et dans ce film, eh ben, il y aura tous les noms. Il y aura tous les noms. Ça va être explosif. Je veux dire, je pense que ça va révéler à quel niveau, jusqu'à quel niveau monte la corruption en France et pourquoi aujourd'hui les parents qui veulent sauver leurs enfants n'y arrivent pas. Parce que c'est dans toutes les strates et même aux plus hautes strates du gouvernement français. Donc je parle de politique, je parle de juges, je parle de ministère de la Justice, hein, je parle des entreprises les plus puissantes de France. Donc moi, je vais pouvoir en révéler quelques-uns, mais bien sûr, l'affaire Epstein, elle prouve également l'implication de beaucoup de chefs d'entreprise et de gens haut placés, ceux qui s'autoproclament être les élites de France et du monde, évidemment. Donc voilà, donc ça va être à ce moment-là que je révélerai les noms. Je ne le ferai pas tout de suite parce que là, on est encore en instruction. L'instruction démarre bientôt. Mon avocat préfère que je garde un petit peu euh, le silence sur les noms des personnes qui sont impliquées. Pour moi, Mais c'est pas ça, important d'avoir les noms parce que de toute façon, c'est un public international, donc c'est pas tellement important d'avoir les noms non plus. Pour moi, c'est toujours à vous de décider ou avec l'aide des avocats peut-être et moi aussi d'ailleurs toujours qu'est-ce qui marche en tant que lancer les noms quoi parce que c'est toujours pour moi c'est toujours très compliqué de décider si je peux lancer des noms, est-ce que ça va me mettre en danger, etc. ouais. Euh, et moi aussi, j'ai reçu des menaces très spécifiques pour ne pas lancer certains noms. Donc, euh, mais bon, dans le film, il va y avoir tous les noms, mais de toute façon, peut-être en France, on va attendre ces noms, mais je voulais juste que ça soit clair aussi que c'est pas un réseau qui reste local, quoi. C'est toujours des réseaux locaux qui, en fait, font les connexions. Et dans mon expérience, Exact. c'est à travers les enfants, c'est-à-dire qu'on utilise les enfants pour faire la connexion avec des gens qui sont plus haut placés, qui sont placés dans les sphères plus hautes, pour en fait en dériver de l'importance ou de quoi que ce soit, que ce soit de la protection simplement, ou que ce soit des biens ou de l'argent ou du pouvoir. Eh ben oui, en effet, je vois juste dans mon histoire, dans mon cas, le réseau dans lequel que j'arrive à mettre en valeur, hein, à montrer, il va du nord-est de la France, il passe par Paris, il passe par l'Isère, donc Grenoble et ses environs. Donc tu vois, ça fait déjà, pour la France, ça fait un gros bout déjà, juste pour une histoire. Donc imagine
à quel point c'est étendu en fait, hein. Et ça, c'est clair que c'est tout connecté et c'est exactement comme ça que ça marche, mais ça, c'est pas impossible que ce réseau aussi a des connexions de l'international. C'est comme ça que ça marche normalement. C'est-à-dire que Tout à c'est fait. des réseaux Mm. locaux, mais en fait, ça commence dans le village et puis après, c'est le, c'est plutôt la région, et puis après, ils font la connexion aussi avec des gens internationaux. Mais ça dépend de qui et comment, mais c'était mon expérience, quoi. Euh, Mm. Oui, alors, oui, mais je te le confirme, hein, puisque moi, en faisant une petite enquête très rapide, hein, j'ai vu que le réseau de Grenoble dépendait apparemment d'un réseau suisse également, et que ce réseau de Grenoble est rattaché à celui de Paris, et qui se retrouve régulièrement pour des grosses fêtes, hein, Annick, grosse fête, avec c'est-à-dire. voilà, les grosses fêtes satanistes. Alors, je voulais te demander chose très très importante, parce que tu n'es pas seulement une mère qui a osé de parler publiquement. Mais tu es quelqu'un qui finalement a des plans plus gros. Alors, est-ce que tu pourrais parler un peu de ce que tu attends de faire, ce que tu es en train de faire? Alors en fait, j'ai plusieurs projets. Quand j'ai compris à quel point le système est vérolé, à quel point on nous empêche de parler pour protéger nos enfants, à quel point ça fait longtemps que la pédocriminalité est en place en France. Aujourd'hui, on a même dans les écoles, tu disais tout à l'heure très justement que on faisait tout, enfin que ce qu'on pouvait euh, euh, on pouvait croire les enfants parce que justement, ils disaient des choses qu'on ne peut pas inventer. Donc, on ne peut pas connaître ce que c'est qu'un viol, ce que c'est que une sexualité quand on est enfant, sauf si on l'a vécu. Alors moi, mon projet, ben, il est sur plusieurs volets. Donc le premier, c'est qu'on a créé avec une autre maman et d'autres personnes qui sont impliquées dans la protection de l'enfance, la vraie protection de l'enfance, donc avocats, des autres victimes, des personnes qui travaillent à l'ONU et qui nous soutiennent, bref. On a créé le MAPIF, qui est un mouvement pour l'abolition de la pédocriminalité institutionnalisée en France. Donc, D'accord. c'est un Ouais. mouvement qui dénonce la perversion du système français à travers la justice, les services sociaux, l'éducation nationale, la gendarmerie, etc. Et qui, justement nous empêche, nous les parents, de protéger nos enfants quand ils sont victimes de pédocriminalité. Et donc on a mis en place cette ONG, déjà pour réunir les parents. Donc il y a pas, on a déjà été attaqué de l'intérieur, hein, puisque forcément c'est un mouvement qui dérange. Là, il est porté par des personnes qui sont dans le vif du sujet, qui sont fiables, et c'est le but, c'est de faire des saisines ONU en grand nombre, c'est-à-dire que on veut en faire des centaines et des centaines, puisqu'il y a des milliers de parents qui ont été dépossédés de leurs enfants dès qu'ils ont essayé de les protéger. Et Des donc ces saisines milliers, ONU, des milliers de parents qui ont été dépossédés de leurs enfants. Des milliers, oui, je pense. ah oui, des milliers, ah oui, 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 des milliers, Je connais des mamans et des pères, quelques pères aussi, oui. en Belgique, bon, en Hollande, en, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Oui. Mm. Que, Tu vois, il y que en a moi, je partout. connais personnellement. Que moi, je connais Ouais. personnellement. Tu vois, pareil, hein, moi j'en connais aussi maintenant personnellement, parce que forcément, à force de parler, d'investiguer, on se rend compte qu'on est de plus en plus nombreux. Et il y a des parents qui n'osaient pas parler parce qu'ils se sentaient coupables. Ils pensaient que ils seraient pas crus, tu vois, donc ils n'osaient pas parler. Et ils se cachaient, ils avaient honte. On est détruits aussi par le système. C'est très violent, hein, ce qu'on subit, hein. Bah oui, parce que c'est surtout que les parents, en fait, j'avais un podcast avec une mère en Grande-Bretagne, mais qui finalement a décidé de ne pas sortir le podcast, qui d'ailleurs, quand on a fait l'entretien, n'a pas osé de parler des détails parce qu'elle avait tellement peur de exactement des
percussion d'en fait, le système même, parce qu'il était tellement menacé. Et Ouais. c'est là où peut-être on comprend pas exactement comment vous êtes forte, parce que c'est vraiment, vous êtes une force vraiment, oui, vous n'avez pas peur. Et cette force en vous, c'est peut-être dur à comprendre combien de force il faut pour surmonter tous les challenges, tout ce qu'on essaie de vous faire, de toutes les menaces. Et bien sûr, ils ont vos enfants. Alors, les Ouais. menaces, c'est toujours, bien sûr, c'est la carotte éternelle que la promesse que vous allez avoir, vos enfants, si vous jouez leur jeu. Mais c'est exactement ce qui va jamais se faire. Donc, Tout à fait. voilà. Tout à fait, c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans parce que j'ai eu un avocat, un éminent avocat qui est très connu en France, qui est parmi les meilleurs avocats qui passe à la télé, qui se dit être exceptionnel. Je parle de maître Sylvie Novakovic. Il m'avait promis qu'en me taisant, en ne passant pas à la télé, en ne faisant pas d'un, eh bien, je récupérerais mes enfants en 1 an et demi. 2 ans grand maximum, on en est à 4 ans. Je n'ai toujours pas mes enfants. Donc j'ai bien compris qu'en plus, et bien sûr, quand je lui ai dit, bon ben voilà, vous m'aviez dit qu'au bout de 2 ans, on ne se récupérait pas les enfants, eh bien, ce serait OK pour médiatiser. Donc vous qui passez tout le temps à la télé, à la radio, ben aidez-moi. Et là, elle m'a plus répondu. Elle a encaissé l'argent que je lui avais donné en avance. Elle a fait des fausses factures pour les récupérer, pour me voler cet argent. Et maintenant, elle ne me répond plus. Vous voyez? Donc là, il est très clair que c'est surtout pas leur schéma. Ils veulent à tout prix nous faire taire, nous empêcher de révéler les choses. Aujourd'hui, moi, j'ai peur de rien. Ils ont tout tenté pour me tuer. Si je suis toujours là, c'est bien la preuve que c'est pas les pourris qui décident de qui meurt ou de qui ne meurt pas. Et apparemment, Donc, on ne dit pas que vous êtes morte, puisqu'il y a cette tentative qui était quand même assez, assez forte. Et on peut parler de l'instinct. Et de toute façon, c'est vrai que quand on a l'instinct de vie qui, en fait, sort de notre système pendant une tentative de meurtre, c'est possible, en fait, que tout va en fait, c'est pas que le monde se ralentit, c'est vous qui va plus vite. Et donc, vous avez temps de penser, de regarder, d'observer, de dire, ah, qu'est-ce qui se passe? Et puis, de vous en sortir. C'est possible, mais il y a aussi cet esprit en vous que je voulais quand même, pour finir, vraiment en parler, que vous avez cette lumière en vous, cette connexion avec l'esprit, qui de toute façon il faut pour ne pas avoir peur. Mais je voulais juste peut-être que vous pouvez parler un peu de votre foi. ah oui, alors moi, j'ai une foi indéniable. Je sais qu'aujourd'hui, sur la Terre, il y a un vrai combat qui se joue. Que si c'est sataniste, parce que c'est comme ça qu'ils se définissent, hein, ils se disent être des satanistes, hein, ils sont là pour détruire ce qu'il y a de plus beau sur la terre, c'est nos enfants. C'est la vie qu'ils portent, c'est tout l'espoir qu'ils ont dans leurs yeux quand ils arrivent sur terre, et tout l'amour qu'ils peuvent avoir aussi quand ils nous regardent dès qu'ils arrivent sur terre. Ils veulent détruire ça. Mais nous aussi, si eux ils croient en Satan, nous on croit en Dieu. Et on a aussi bien conscience que Dieu ne va pas laisser faire. Donc, si on est là, certains, à être face à ça, chacun a son rôle. On est aussi l'armée qui va mettre à terre ces pourritures, ces destructeurs de l'enfance. Donc moi, en, j'ai la foi tellement forte en moi que je sais que quoi qu'il arrive, on va y arriver, tous ensemble. Donc toi, Anneke, et d'autres survivantes et survivants qui avaient traversé du plus pire, du pire qu'on puisse vivre sur cette terre en tant qu'enfant, jusqu'à aujourd'hui en tant qu'adulte, pour nous donner à nous la parole, à tous ceux qui connaissent justement l'envers du décor, hein, d'où les parents protecteurs. Il y a aussi des avocats qui sont positifs, qui sont sains, qui veulent protéger l'enfant. On a des gendarmes aussi qui sont bien. Dans l'armée, on a aussi des êtres exceptionnels.
on a aussi des juges qui essayent de se battre. Donc il faut qu'on s'unisse tous ensemble. Et de toute façon, ça arrivera. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est la panique du côté obscur, dans le Deep State. La lumière qu'on a en nous, elle va faire un réseau mondial. Elle est en train de le faire et il sera de plus en plus puissant. Et quand cette lumière prendra la majorité, ou je pense ne serait-ce que la moitié de l'espace, il y aura plus d'ombre. C'est fini. Parce que la lumière couvre facilement l'ombre. Quand il y a de la lumière, il n'y a plus d'ombre. C'est terminé. Donc, ma foi, elle est là. C'est que je sais que c'est qu'une question de temps. D'ailleurs, les Saintes Écritures le disent toutes, hein, on est dans l'Apocalypse, donc c'est les révélations de tout ce qui se passe de manière monstrueuse, malsaine, sataniste aujourd'hui, et que de toute façon, c'est la lumière qui va venir nettoyer et balayer. Donc, le fait de mettre la lumière, c'est juste parler, dénoncer. Moi, je fais rien d'autre que ça. Moi, je vais pas dans la violence, je vais pas tuer les gens, je vais pas tricher, je vais pas voler ni rien du tout. Je reste moi-même, mais j'ai une foi. Je sais que le juste, le vrai, l'honnête, le sincère, l'amour va prendre la place de manière définitive et exhaustive. C'est-à-dire qu'elle va tout couvrir. Il n'y aura plus d'ombre. C'est fini. Donc il faut prendre votre pouvoir chacun, montrer ce que vous avez dans votre cœur, tout simplement. Montrer ce que c'est qu'être les êtres divins sur Terre, tout simplement face à ces obscurs qui sont dans le mensonge, le viol, la torture, etc. Et aujourd'hui, en effet, j'ai pour projet, et il est en train de se matérialiser, d'acheter un lieu de vie très grand où je pourrais accueillir des enfants victimes, des survivants, et tous ceux qui veulent en effet m'aider à ça, à y réparer, à leur montrer juste avec de l'amour, on n'a pas réellement besoin de soins, mais en créant ce nouveau monde où on est justement dans le respect d'autrui, dans l'écoute, dans le soutien, dans la création de jolies sculptures, d'un jardin, d'un centre équestre, je sais pas, des plantes, des fleurs magnifiques, etc. Rien que dans la création, on peut surmonter ces douleurs qui viennent de ces traumatismes sanguinaires et pédocriminels que vous avez vécus tous. Voilà, je porte ça au plus profond de moi, ça me donne une force extraordinaire parce que mon objectif, c'est pas juste de sortir mes enfants de là, même si c'est très très dur, c'est pas juste révéler, mais c'est aussi reconstruire quelque chose qui est juste, justement, qui est juste, qui est vrai, qui est à l'endroit, parce qu'aujourd'hui, on vit à l'envers. Oui, exactement. Ouais, ça, c'est vraiment une très, très belle place peut-être pour terminer notre entretien parce que c'est une très belle vision. Je sais que vous allez arriver parce que je vous connais et je sais qu'il n'y a rien qui va vous arrêter. C'est vraiment un grand plaisir d'avoir passé le temps et d'avoir cette amitié entre nous, vraiment. Je vous Bon, adore. Euh, moi, je t'aime profondément, Annick. oui. C'est un peu comme, comme Ouais. voilà, un bout de moi. Oui. Oui, cette force qui vient tous d'ailleurs de l'amour que vous avez en vous, cet énorme cœur et de voir comment ce projet va se développer pour en fait créer le monde comme il le faut, plutôt que rester dans cette matrix, comme vous l'avez dit, la matrix, où tout est à l'envers, vraiment. Alors voilà, la Terre comme on peut, la belle Terre, et comme on peut vivre ici sans qu'il y a cette corruption, qui est liée à tout ça, de cette corruption, je pas de l'avarice, mais De euh, l'égoïsme, ouais, ouais. l'égoïsme, mais pour tenir l'argent, quoi, tenir son argent, de devenir milliardaire, je sais pas comment c'est, greed, que On tout appelle ça, ça radin, enfin, oui, avide d'argent, oui, ouais. d'accord, mais que toutes ces choses-là elles sont en fait liées à cette pédocriminalité
qui tout à elle-même fait. est liée au satanisme, c'est là que on est là maintenant, on est en train d'aider le public à voir que c'est réel, c'est lien et que c'est réel et que c'est pour ça qu'il n'y a pas de la paix. Euh, Hein, c'est parce qu'il y a ce oui, système secret qui a besoin de guerre de toute façon, où il ne peut pas y avoir de la paix. On ne peut pas juste espérer et être aveugle en même temps. mm, Mais donc, tout à il faut fait. ouvrir les yeux, mais en même temps, vous avez les projets pour en fait montrer comment on peut faire. Et je suis très contente qu'on peut le faire ensemble de toute façon et qu'on a ce petit bout de chemin qu'on peut faire ensemble. Voilà. Avec grand plaisir, j'ai hâte. C'est un honneur pour moi, tu vois, de t'accueillir dans notre lieu. Puis j'ai un petit message quand même à passer à ceux qui nous voient, qui sont au pouvoir et qui laissent faire. Alors je parle pas, je parle aussi à ceux qui ont choisi l'obscur, en pensant que c'était comme ça qu'ils auraient du pouvoir. Eh bien, pensez à votre âme, hein, parce que vous en avez bel et bien une, vous le savez. Il est peut-être encore temps de la sauver, parce que quand on l'a perdue, c'est très très compliqué d'en sortir. Donc, de votre vivant, faites ce qu'il faut pour vous en sortir. Ceux qui peuvent, qui ont du pouvoir et qui ne font rien, qui laissent faire. Je parle des forces de l'ordre, je parle des juges, etc. C'est la même chose. Euh, si vous êtes à ces postes-là, c'est parce que vous avez un rôle à remplir. Personne ne vous force à continuer à soutenir ces criminels. Ceux qui les soutiennent sont aussi criminels qu'eux. Donc vous répondrez aussi de vos actes, parce que nous allons gagner de toute façon, et vous le savez. Donc à vous de faire le bon choix, à vous de venir en acteur. Parce qu'une fois qu'on aura gagné, il ne faudra pas venir pleurer en disant bah non, on n'était pas au courant, on n'a rien fait. Non, non, vous êtes tous au courant et on le sait justement. On le sait, parce qu'on s'assure que vous le savez. Parce que moi, je passe mon temps à mettre tout le monde en copie, des mails et des messages que j'envoie avec les preuves que j'envoie. Et je vois bien que vous ne réagissez pas. Mais je vous le dis, vous aurez tous à répondre de vos actes, ici, mais aussi devant le divin. Donc, faites le travail, sauvez votre âme et sauvez nos enfants. Arrêtez ces horreurs. Vous ne gagnerez pas, quoi qu'il arrive. Voilà, c'était le petit message de fin pour essayer d'en rattraper quelques-uns dans la lumière. D'accord. Ben, merci beaucoup, Dalila. Merci Anneke. Et à bientôt. Avec grand plaisir, ma chérie.